Eh bien, Édouard, nous nous retrouvons pour notre troisième épisode sur la Révolution. Nous avons évoqué hier la question, d'une certaine façon, du plan, du complot révolutionnaire. Est-ce que la Révolution est le résultat d'un rapport de force parfois hasardeux ou est-ce qu'elle est l'accomplissement d'un plan mené par une minorité? Je crois qu'on a quand même pas mal débattu de ce sujet de façon éclairante. Tu avais dit le mardi dans ton intervention première, euh, une révolution survient lorsqu'il y a une élite prête à prendre le pouvoir à la place de l'élite en place. Moi, cette phrase m'avait fait un peu tiquer parce que je constate quand même que, si on reprend toujours l'exemple de 1789, mais qui est notre exemple le plus proche culturellement, d'un point de vue identitaire, mais qui est aussi historiquement un exemple très parlant, euh, on constate quand même que autant à Lafayette, un Mirabeau qui prennent le pouvoir en 1789, qui se font élire, en tout cas Mirabeau qui se fait élire à l'Assemblée et qui au tiers-état et qui, puisqu'il était noble, mais élu du tiers-état, il était connu, il avait une consistance, je dirais, à l'époque, une antériorité. Il avait écrit notamment un célèbre livre sur l'impôt universel où il formulait cette proposition extraordinaire selon laquelle l'impôt devait servir à financer les dépenses publiques, sujet qui mériterait d'être redit à Bercy, où l'impôt sert beaucoup à redistribuer les richesses, à inciter à la croissance, mais financer les dépenses publiques. Tout le monde a un peu perdu le sens de cette, j'allais dire, de cette lapalissade aujourd'hui, mais donc Oui, Mirabeau, pour ça, on préfère emprunter. voilà, c'est de l'annexe, de la planche à billets suffit bien. Et donc Mirabeau s'était fait connaître dans les années 1760 de mémoire, peut-être même 1759. Je n'ai pas révisé avant de venir par un livre sur l'impôt universel. Donc Mirabeau avait une antériorité. Lafayette qui a joué un rôle éminent pour protéger le roi et la monarchie jusqu'en 1791. Lafayette était connu pour son rôle, c'était le Pierre de Villiers de l'époque, c'était une espèce de héros de guerre, mais d'autres étaient inconnus jusque-là, c'est-à-dire ceux qui ont laissé leur nom au fond comme les vrais révolutionnaires, Danton, Marat, Robespierre, plein d'autres, étaient au fond des gens qui étaient assez peu connus. Alors, certes, ils avaient une existence, mais ce n'étaient pas des personnalités du système, comme on dit. Et donc, la question, c'est si nous avons une révolution, et je rappelle que mardi, tu as dit à juste titre qu'une révolution en France est inéluctable. Je ne sais pas si elle est inéluctable, mais moi, je la souhaite. Et je ne souhaite pas des journées insurrectionnelles, nous en avons parlé hier, des journées violentes, mais je souhaite un changement de régime et un changement de logiciel aujourd'hui. La question, c'est est-ce que le préalable pour que cette révolution arrive est forcément que nous connaissions les gens qui la feront ou qui joueront un rôle, ou bien est-ce qu'on peut se dire lâchons prise, allons-y, et de toute façon, des personnalités émergeront et prendront le pouvoir à cette occasion. Alors, oui, je vais préciser ma pensée parce qu'effectivement, j'ai fait un raccourci. Qu'on se comprenne bien. Il y a une première chose qui est la lassitude ou la fatigue des élites en place. L'aristocratie d'ancien régime, en partie, ne sert plus à rien. C'est sans doute d'ailleurs une erreur de long terme de Louis XIV d'avoir désœuvré l'aristocratie comme il l'a fait. Mais bon, ça serait un autre sujet. Le haut clergé est souvent bien moins croyant que le peuple chrétien de l'époque, et on voit très bien qu'ils sont perdus au départ, les débats sur la constitution civile du clergé, mais à quoi bon s'énerver, puis ensuite ils expliquent à Louis XVI que le pape va dire qu'il est d'accord, etc. Bon, ils sont perdus. Et en fait, c'est... Il faut redire, tu vas très vite, mais Oui. pour beaucoup de gens, dans les commentaires, je le lis sur Internet, c'est important. Il faut redire qu'au sein même de la hiérarchie catholique, au fond, la révolution ne suscite pas que de l'opposition farouche, puisque je lis beaucoup de commentaires disant la révolution, c'est l'anticatholicisme, c'était la haine de l'Église, c'était vraiment deux mondes, il y a l'Église
et puis il y a la Révolution, et ces deux mondes-là sont irréconciliables. En réalité, quand on regarde l'histoire factuelle de la Révolution, un Talleyrand, par exemple, qui sera in fine un grand révolutionnaire et un grand réformateur, Talleyrand est archevêque d'Autun. Et donc, ça veut dire qu'il y a des hauts dignitaires de l'Église de France qui sont des acteurs de la Révolution et qui ne vivent pas du tout la Révolution comme un moment anti-chrétien. Alors, c'est un bon exemple pour illustrer ce que j'essaye de dire. C'est qu'il y a une partie du haut clergé de l'époque qui, au fond, vivait plutôt bien, jouissait d'indéniables privilèges et des plaisirs de la vie dans le cas de Talleyrand, qui était plutôt une vocation forcée, en fait. Et d'ailleurs, Talleyrand a fini par défroquer, par quitter l'état ecclésiastique. Mais la Révolution est devenue antichrétienne. Elle ne l'était pas au départ. Elle était indéterminée sur le sujet. Elle se voulait même sans doute humaine, bienveillante, etc. Et il y avait, en revanche, dans le clergé, des gens qui sont appelés à devenir évêques sous Napoléon, mais qui, au moment de la Révolution, font preuve d'un indéniable courage physique, qui s'opposent, qui refusent de voter, d'appliquer la constitution civile du clergé. C'est des gens qui étaient prêts à quelque chose et qui se sont révélés. Alors, ces gens-là, on ne les connaissait pas. Ils n'étaient pas sur la liste des futurs évêques en 1792. En revanche, ils seront évêques en 1802 ou en 1805. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre de manière générale. C'est que dans une révolution, on a un phénomène d'affaissement, d'avachissement, voire d'écroulement des anciennes, des élites en place, pardon. Et puis, il y a des gens qui se sont préparés à autre chose sans forcément savoir, d'ailleurs, sans imaginer. On va donner un exemple pour rester dans le clergé, mais parler des révolutions dans les pays dits de l'Est des années 80. Et ça rejoint la question du hasard dont on parlait hier. Qui pouvait imaginer que l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, serait élu pape? Or, premièrement, il s'était préparé à jouer un rôle, même s'il pensait que ça serait dans la Pologne communiste. Et le fait du hasard est qu'il a été à un endroit où ensuite, parce qu'il était structuré, parce qu'il avait une vision des droits de l'homme, parce qu'il pensait que le christianisme était un outil profond de résistance à un régime totalitaire, il a joué un rôle inattendu. Et je crois que dans toutes les révolutions, il se passe quelque chose comme ça. On va prendre à l'opposé de Jean-Paul II, on va prendre le camarade Lénine. Lénine est un très bon exemple parce que Lénine a peu de sens de l'anticipation politique. Il est toujours en retard d'un événement, la révolution survient, il ne l'attendait pas, aussi bien en 1905 qu'en 1917. Mais Lénine est prêt. Et il est même celui qui est le plus déterminé à faire quelque chose s'il a l'occasion de se retrouver au pouvoir. Alors on sait que Lénine a été prêt à bien des compromis, y compris celui d'être de facto une sorte d'agent allemand envoyé dans la Russie révolutionnaire. De ce point de vue-là, il a dit. Voilà, il a roulé ceux qui voulaient le manipuler. Mais Lénine, tout d'un coup, s'est trouvé, il était prêt, alors qu'il n'était pas connu, mais il a occupé le vide qu'avaient laissé les élites de la Russie tsariste qui s'étaient effondrées. C'est ça que je voulais dire, en fait. Et si on applique ça à la France, on voit bien que l'élite macronienne, elle est fatiguée, elle est usée. D'ailleurs, sa base électorale n'a cessé de se rétrécir depuis des années. Et pour survivre politiquement, Macron doit manger de plus en plus sur sa droite. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Mais par ailleurs, la nomination de Gabriel Attal montre bien le manque de ressources humaines, on va dire. Et simplement, il y a un moment, il y a quelque chose qui déclenchera l'écroulement de ce monde-là. La question, c'est de savoir ce qui vient après. Et ça, par définition, nous ne pouvons pas le savoir, mais nous pouvons imaginer que des gens bien structurés, qui ont une vision de l'avenir et qui se trouveront au bon endroit, au bon moment,
joueront un rôle et aideront à faire cristalliser une nouvelle élite. Alors, dans cet ensemble, quand même, il y a deux questions que les gens se posent. La première, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps d'y répondre. C'est, est-ce que c'est par les urnes qu'on va faire la révolution? Cette question se pose à chaque élection et on voit déjà les prémices sur l'élection présidentielle de 2027, c'est-à-dire tout le monde a acté, je pense, le fait que les élections européennes de juin seraient préemptées et qu'elles ne donneraient lieu à aucune forme de surprise. Les organes, les instituts de sondage sont d'ailleurs chargés de consolider cette conviction. Donc on est en permanence bombardé de sondages qui nous expliquent que les résultats sont déjà connus et que au fond ce sera un Front National, Rassemblement National, 2 macronistes et 3 les autres, et puis 4 la queue de peloton avec juste 3% de marge dans le dernier sondage. Et là, je crois, il y a juste 3% qui sont non affectés pour peut-être une liste citoyenne comme celle que nous soutenons. Mais pour le reste, on a déjà la photographie finale, même si on sait que pas mal de résultats sont un peu truqués à la marge. Mais beaucoup de gens disent que les résultats sont pipés. On connaît par avance le résultat du vote et c'est le paradoxe de la démocratie dans laquelle nous vivons, où au fond, avant même le vote, on connaît le résultat du vote. Et certains commencent déjà à dire, mais 2027, on sait que ça ne servira à rien puisque ce sera au second tour Marine Le Pen contre Macron, ou bien Marine Le Pen contre Attal, ou Marine Le Pen contre Édouard Philippe, qui sont deux candidats, Attal et Philippe, en voie de fabrication par l'industrie médiatique. Et donc, plein de gens se disent, mais ça ne sert à rien de voter. Et certains en déduisent, nous ne pouvons rien, tout est joué d'avance, nous sommes écrasés, nous sommes impuissants face à la machine qui se met en marche, tout est truqué. Est-ce que on peut penser, est-ce que ces gens-là ont raison de désespérer des élections et de considérer qu'au fond, les élections ne permettront pas de changer le logiciel qui, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, nous frustre tous? Alors, je crois que les élections sont vues par les gens au pouvoir comme très dangereuses. Rappelons-nous le vote de 2005 contre le traité constitutionnel européen. Rappelons-nous le vote du Brexit en Grande-Bretagne, l'élection de Donald Trump que personne n'attendait aux États-Unis. Et donc, on voit bien comment la caste, l'establishment s'arrange pour essayer de canaliser le résultat des élections, de l'orienter. C'est ce qu'on est en train de décrire. Alors, en 2017, il y a eu le montage d'une histoire assez pathétique contre le candidat qui avait le plus de chances, à savoir Fillon, avec une absence totale d'instinct de survie de son propre parti qui l'a poignardé dans le dos. Et puis, la caste a poussé Emmanuel Macron et d'une certaine manière a confisqué pour un temps l'envie de changement qui pouvait exister aussi dans les élites. Alors, 2022, on voit que Macron a bénéficié de ce que le débat politique avait été gelé par les confinements. Donc, il n'y a pas eu de réveil. Les gens se disent 2027, oui, il ne va rien se passer. Qu'est-ce que vous en savez? Et si c'était Marine Le Pen contre Mélenchon au deuxième tour en 2027? Personne ne peut le dire à l'avance. Ça pourrait complètement rebattre les cartes. Les sondages montrent que dans ce cas-là, c'est plutôt Marine Le Pen qui gagnerait. Mais quelles conséquences ça aurait donc et sur la droite et sur la gauche? Et puis, est-ce que le système tiendrait avec l'état des finances publiques? Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup plus d'imprévus que ce qu'on croit. Ça nous ramène à une question qu'on a évoquée lors des 2 premiers entretiens, qui est le plan, le complot. En fait, je crois qu'il faut vraiment redire ça. C'est que si le complot, ça marchait, et si c'était vraiment ce qui menait l'histoire, d'une certaine manière, il y a des gens très forts qui détiendraient le pouvoir depuis toujours, puisque non seulement ils auraient réussi à l'établir comme ils voulaient, mais en plus à se le transmettre les uns aux autres pendant des millénaires. Or, on sait très bien que le propre de l'histoire, c'est au contraire l'imprévu. C'est au contraire, on a parfaitement planifié les choses. Sur
sur le papier, en 2010, Nicolas Sarkozy doit être réélu, il n'a pas d'adversaire. Et ces sondeurs, en 2011, lui disent, ils avaient sans doute raison, qu'il est capable de battre Dominique Strauss-Kahn. Et patatras, que se passe-t-il? DSK explose en vol et c'est Hollande. Et là, moi, je sais qu'un sondeur m'avait dit au lendemain de l'épisode de New York pour DSK, c'est une très mauvaise nouvelle pour Sarkozy. Bon, donc on voit bien l'imprévu. Et alors, est-ce que la révolution va se faire par les urnes? Il y a des révolutions qui se font par les urnes quelquefois. En général, on va dire ce qui caractérise malgré tout une révolution, c'est qu'elle se passe en dehors des chemins habituels de la décision et de la désignation des gouvernants. C'est ça qui la caractérise. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à imaginer d'énormes secousses, par exemple d'ordre financier, qui aient des conséquences sur le processus électoral ou qui obligent à faire des élections anticipées ou bien qui tout simplement fassent constater la vacance des élites. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que ça ne sera pas seulement par les urnes, mais pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas aller voter. Alors, plein de gens ont la question inverse. Alors, ce qu'ils se disent, comment je peux faire pour provoquer une révolution? Alors, certains disent, il faut prendre les armes, il faut faire je ne sais pas quoi. D'autres disent, il faut aller manifester. D'autres ont témoigné de leur désillusion, notamment au moment du pass sanitaire, qui nous a pas mal occupés. Notamment, Florian Philippot faisait beaucoup de manifestations dans les rues, et les gens disent, oui, mais on tourne autour de la place du Trocadéro, c'est une caricature évidemment, on tourne, on marche, et puis rien ne se passe. Et en fait, c'est des méchants, ils ne nous écoutent pas, on manifeste, on n'est pas écouté. On a eu le même réflexe au moment de la contestation contre la réforme des retraites, où il y a eu comme des manifestations importantes, même si le cartel des médias subventionnés en a soigneusement nié l'importance. Et même si les forces de police ont fait ce qu'il fallait pour dissuader les gens de venir manifester, il n'en reste pas moins qu'il y avait des manifestations nombreuses dans les rues et impressionnantes très souvent. Et les gens disent, non, mais alors, on n'est pas écouté, donc on ne peut plus rien faire. Comment est-ce qu'on peut, est-ce que monsieur, madame Dupont, les citoyens ordinaires que nous sommes, ont la faculté de lancer une révolution? Est-ce que ça s'est vu dans l'histoire, que ça se passe comme ça? Est-ce qu'au fond, la révolution, c'est simplement un agrégat de mécontentement avec des gens mécontents qui se retrouvent dans les rues un samedi à 14h, qui disent « on est nombreux, la révolution commence ». On peut parler de ce qui s'est passé en Ukraine dans les années 2010, la fameuse place de Maïdan. Est-ce qu'au fond, la révolution, c'est le produit d'un agrégat de colère spontanée qui s'exprime dans la rue? Enfin, Maïdan, il y a des manifestations. Au départ, une partie est spontanée. Elles sont quand même rapidement remplies par des gens, un peu comme ce qu'on disait hier, c'est-à-dire des gens qui se trouvent là ou qu'on paye pour aller manifester. Et puis après, comme le président Yanukovych ne veut toujours pas partir, il y a un truc d'insurrection qui est fabriqué avec une fusillade qui a l'air d'être ordonnée par Yanukovych. Donc, en fait, c'est comme si on disait, allez, viens, on va faire la révolution. Aussi, les gens qui sont partis prendre la Bastille avaient dit, viens, on va faire la révolution de 1789. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, je crois qu'il peut y avoir un jour une manifestation monstre. Mais il peut y avoir aussi un jour à nouveau de graves émeutes en banlieue. Il peut y avoir un moment le mouvement des agriculteurs ou autre chose qui repart. Ce qui est important de voir, ce qui a manqué ces 10 dernières années en France, c'est au sein des milieux dirigeants, des élites, quelqu'un qui ait le courage de dire c'est pas comme ça qu'on va faire. Parce qu'on voit que gilets jaunes, conflit des retraites, etc., Macron s'en sort parce qu'au fond, il n'y a personne en face qui dit non, on va faire autrement. Imaginons qu'il y ait eu pendant les samedis des gilets jaunes quelqu'un qui, dans l'opposition,
disons par exemple chez les Républicains, est pris à partie Macron en disant « Monsieur Macron, vous êtes responsable du désordre et par ailleurs, ce mouvement a une légitimité, simplement il ne doit pas déborder, nous sommes garants, etc. » Ça aurait tout changé. On pouvait initier une révolution peut-être aussi avec des élections en même temps. Bon, pourquoi on ne l'a pas fait? Alors, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a un blocage des élites. Il y a un auto-recrutement des milieux dirigeants et qui se sont arrangés pour toujours sélectionner des gens qui leur ressemblaient et qui ne risquaient pas de mettre en cause le consensus. On parlait avant-hier du fait qu'il n'y avait finalement plus d'opposition. La démocratie représentative ne marchait plus. Alors, c'est là, à mon avis, il va y avoir un grain de sable. Qui attendait Trump? Personne n'attendait Trump. Il s'est présenté aux élections américaines. Alors, c'est un contexte très particulier. Mais on peut imaginer qu'à un moment, ça peut même être un ministre de Macron qui, à un moment, dise « ça suffit comme ça » et qui, tout d'un coup, déclenche une avalanche dans l'opinion. Je pense qu'on ne peut pas prévoir vraiment. En revanche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment structuré pour être capable de tenir tout ou partie de l'appareil d'État lorsque l'avalanche se produit. Mais concrètement, par exemple, les exemples ne manquent pas, les occasions ne manquent pas. On voit comme sur l'immigration, l'idée de faire un référendum sur le droit du sang est une idée qui pourrait avoir un écho, mais il y en a d'autres. Il y a les sujets de la Fédération européenne qui risque de se mettre en place et contre laquelle nous luttons, mais qui est aussi un excellent sujet de réveil collectif. Concrètement, ça pourrait se matérialiser par quoi, cette idée de dire on ne fait plus comme avant, on change la donne? Alors, imaginons des scénarios. Un référendum sur le droit du sang dont le résultat soit effectivement favorable à cette réforme et qui en même temps cause un énorme malaise dans les banlieues avec une amorce de guerre civile. On peut avoir une situation qui dégénère et on peut avoir à ce moment-là des personnalités capables de dire on met fin à ça, on arrête les frais, voilà comment on va faire. Alors là, c'est un scénario très court. Au fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire un coup d'État. Ça peut se passer. Non, c'est pas forcément un coup d'État, parce que je crois que les vrais coups d'État, ils sont rares. Là, je pense que c'est plutôt. Imaginons un autre scénario, un scénario d'effondrement des finances publiques. Scénario d'effondrement des finances publiques, et tout d'un coup, il y a une panique. Alors, il y a une vraie panique bancaire. La France va sortir de l'euro. Et tout ce qui peut s'en suivre. On peut imaginer un chef d'entreprise expérimenté, on peut imaginer quelqu'un ça peut même être un haut fonctionnaire, mais qui a une vision de ce que doit être la réforme monétaire, etc. Ça peut être des politiques qui se regroupent et qui sont au bon endroit. Imaginons qu'il y ait une grave crise internationale. Et qu'à ce moment-là, il y ait des répercussions sur la France avec l'obligation de faire un choix, est-ce qu'on participe ou pas à un conflit ou pas. Il peut y avoir à ce moment-là une personnalité militaire qui émerge. Rien n'est impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que par définition, on ne le sait pas à l'avance et que ceux qui émergeront sont des gens qui ont plus de vision que les autres et qui ont réfléchi à ce qui va se passer et à ce qu'il faudrait faire. Ensuite, ça peut être un groupe d'individus aussi. Ça peut être une vague de... je sais bien qu'il est très difficile de se présenter à l'élection présidentielle avec la nécessité d'avoir 500 parrainages, mais on peut imaginer une révolte des maires de France qui soutiennent un candidat et qui le poussent jusqu'au bout, alors que forcément, ils ne connaissaient pas forcément ce candidat, etc., etc. Dans la pratique, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que le pouvoir se prépare à cette éventualité et est-ce que le pouvoir multiplie les contre-feux? Je vois quand même pas mal de gens qui tentent de sortir la tête hors de l'eau, parfois avec des techniques qui me semblent un peu curieuses. Est-ce que tu penses que le pouvoir aujourd'hui vit dans cette crainte et cherche à la
désamorcer? Le pouvoir a très peur depuis des années. D'ailleurs, le fait de porter Macron au pouvoir était déjà le signe que une partie de la bourgeoisie française était mal à l'aise et elle s'est précipitée dans les bras d'un sauveur. Mais on voit bien que Macron, à plusieurs reprises, a dû arrêter des vagues qui pouvaient aller jusqu'à l'insurrection. Alors, il est certain qu'il a une énorme énergie et il a un sens tactique et il a vraisemblablement, ça a été sous-estimé par tous ses adversaires, il a vraisemblablement plusieurs coups d'avance pour imaginer les parades. Il a quand même, il faut se rappeler qu'au moment du conflit des Gilets jaunes, le 1er décembre, il y a une panique réelle du pouvoir et la rumeur. Au moment de la prise de l'Arc de Triomphe. Voilà, et la rumeur dit qu'il y a un hélicoptère dans le parc de l'Élysée, prêt à décoller. Donc, ces choses-là ne vont pas de soi. Mais disons qu'il s'est aguerri et il est prêt à beaucoup de choses. Mais je crois que les forces qui sont en train d'être déclenchées sont beaucoup plus radicales encore que ce que Macron a vu jusqu'à maintenant. D'abord parce que là, pour le coup, la population française s'appauvrit, il y a des gens qui perdent pied, ça jouera un rôle. Ensuite, parce qu'il y a des événements internationaux qui vont créer des ondes de choc en retour si elles ne les créent pas déjà. Quelle sera la conséquence de ce qui apparaît aujourd'hui comme inéluctablement une victoire russe dans la guerre d'Ukraine? Lorsque le truc se sera arrêté, quelle sera la conséquence pour tous les gens qui ont répété à la télévision qu'on allait gagner cette guerre, que la Russie c'était des imbéciles, qu'ils avaient une armée de pacotille. On allait les mettre à genoux. Voilà, on allait les mettre à genoux. Bon, il y a quelque chose en ce moment à quoi je pense, c'est ce que va être l'impact éthique sur la vie politique du silence de nos élites à Gaza. Face à Gaza. Ça va être, je pense que le mouvement en retour va être absolument terrible, en particulier dans une partie de la jeunesse qui vit dans les banlieues, qui est musulmane et qui s'identifie aux victimes de Gaza. Là, je prends des facteurs séparément, mais on peut imaginer, et c'est le propre des révolutions, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui s'accumulent à un moment, et puis il y a l'effet papillon, il y a un truc qu'on n'a pas attendu. Après tout, les gilets jaunes, ça part aussi du message de Jacqueline Moreau sur Facebook. Bon, ça c'est l'effet papillon. Ensuite, il y a d'autres forces qui se déclenchent qui sont des forces structurelles. Et je crois que, pour revenir à la question, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Les gens doivent garder leur quant à soi, s'habituer à réfléchir, ne pas se laisser manipuler et se tenir prêts là où ils sont à faire ce qu'ils considéreront être leur devoir. En fait, c'est ça fondamentalement. Il me semble que le travail qu'on fait au courrier pour dire à chacun apprenez à trier la bonne information de la mauvaise, apprenez à réfléchir, à défendre vos droits, c'est déjà quelque chose d'important. Nous, on fait ça à notre petit niveau, là où on peut, mais on voit qu'il y a des gens qui nous suivent à cause de ça. Eh bien, il y a peut-être effectivement un chef d'entreprise français qui, dans cas de panique financière, aura les mots qu'il faut pour dire au pays on va faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, etc. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais comme scénario. Évidemment, l'imagination est toujours plus pauvre que la réalité. Bon, écoute, il nous reste un épisode à tourner, que nous tournerons demain, sur quel projet, par quoi faut-il remplacer ce qui existe? Quel est le projet pour demain? Merci Édouard, et on se retrouve demain. À bientôt. À demain, Eric.